Le thème de mon intervention, c'est 2 mots, tous vivants, tous vivants. Vous avez remarqué que ça n'est pas une question, c'est une exclamation. Car si vous êtes là, à m'écouter, c'est que vous avez rempli une première condition, c'est que vous êtes en vie. Et je crois qu'il s'agirait d'ailleurs de commencer par écouter cette expression, être en vie. On n'est pas en face de notre vie, on n'est pas à côté de la vie, comme on peut l'être à côté de la plaque, par exemple. Non, la vie, on est en elle, en plein dedans. Ce qui veut dire, peut-être, qu'il ne faut pas trop chercher à comprendre la vie, puisque nous sommes toujours déjà compris en elle, en elle. Même le cri, d'ailleurs, qu'on peut pousser contre la vie quand on dit « chienne de vie », même la plainte qu'on peut porter contre elle quand on dit « la vie ne m'a pas gâté », même tout cela n'est possible qu'en tant d'abord que cette vie, nous l'avons reçue. Ce cri et cette plainte, ce cri qu'on pousse et cette plainte qu'on porte ne sont possibles qu'en tant qu'ils et elles viennent déjà de la vie. Donc, ce cri qu'on peut porter parfois contre la vie, quand le bas nous blesse, ça n'est pas un argument contre la vie, comme si la vie était une thèse qu'on nous exposait. Non, je vous ai dit, on est en vie, à l'intérieur d'elle. Donc, ce cri qu'on pousse parfois contre la vie, on le pousse toujours à partir de la vie, à l'intérieur d'elle. Il faut même aller peut-être plus loin. Quand on crie, c'est en réalité la vie qui crie en nous, justement parce que notre vie veut être encore plus vivante. Ce cri qu'on porte parfois contre la vie, c'est toujours le cri de la vie contre tout ce qui en nous n'est pas assez vivant. Car en effet, notre vie, celle qui vous anime, celle qui fait battre votre cœur, celle qui fait se mouvoir vos cellules, la vie nous veut tous vivants. Et là encore, écoutons le mot « vivant ». C'est un participe présent, vivant. Participe d'abord. Il n'y a pas de vie qu'on subit. La vie, on y participe. On entre en elle, ou plutôt, on prend acte du fait qu'elle est là avant nous et elle nous porte avant même que nous puissions porter dans ce monde tel ou tel acte. Participe et participe présent. La vie, ce n'est pas demain, quand la vraie vie va enfin commencer. La vie, ce n'est pas hier. La vie, c'est un présent, peut-être d'ailleurs au sens de cadeau. La vie, c'est maintenant. Et pour vous introduire à ce mystère d'une vie qui nous comprend plus que nous ne pourrons jamais la comprendre, eh bien, je vais prendre 2 exemples que je vais tirer de mon enfance. 2 ressorts personnels de ma vocation à moi, celle de ma façon de penser le monde et de le penser avec un E et avec un A, c'est-à-dire de ce qui a fait de moi un philosophe, un professeur de philosophie. C'est-à-dire quelqu'un qui est à la quête d'une parole qui donne la vie, d'une parole qui, par sa clarté, éclaire notre expérience du monde. Et à ces 2 ressorts que je propose, 2 ressorts personnels de mon action, à chaque fois, j'associerai un exercice pour tendre vos propres ressorts. On me demande parfois, premier ressort, premier exemple que je tire de mon enfance, qui était mon maître en philosophie ? Mon maître en philosophie, ça n'a pas été un maître, mais une maîtresse. Elle s'appelait Elisa, et ce n'était pas même une philosophe. C'est une petite fille, une petite sœur trisomique et autiste, qui a vécu au sein de ma famille pendant 3 ans à temps plein, et qui donc a partagé le quotidien de ma famille. Elle a été véritablement, j'avais entre 7 et 10 ans, elle a été véritablement celle qui a fait de moi, je crois, un philosophe. Ça peut paraître bizarre, le philosophe c'est celui qui aime la sagesse, c'est celui qui est attaché au logos. Or, vous avez 2 façons, je crois, d'entendre la vocation du logos. Soit le logos est pour vous le discours raisonné, c'est-à-dire ce qui tente de ramener le monde à la raison, ce qui tente de rendre raison du réel comme l'on contraint l'inconnu à se rendre. Première façon d'imaginer le logos comme ce qui ramène à la raison. Ou alors, on entend le logos en son sens plus originel et plus premier de lien,
Le logos en grec, c'est le lien, c'est aussi le verbe. C'est la raison qui ne capture pas la vie, mais qui la laisse résonner en elle. Ce que Ratzinger appelait en son temps la raison élargie, celle qui ouvre les bras. Eh bien, ce long temps passé avec Elisa, cette petite sœur trisomique et autiste, ce temps passé en deçà des mots, elle n'a jamais parlé, a été pour moi un temps qui m'a mené au-delà des mots, un temps qui m'a appris que le logos voulait se faufiler beaucoup plus loin qu'on ne croyait d'abord, et que ce n'était pas parce qu'on ne comprenait pas une chose qu'elle n'existait pas. Première expérience de philosophie. Première expérience qui consiste à dire que la vie est plus grande en effet que ce qu'on en peut comprendre. Dans La vie en bleu, dont vous parlez Blanche Streb, La vie en bleu commence par aussi une histoire dont on pourrait dire que l'acteur principal, c'est une petite fille. Ou plutôt, le centre est une petite fille. Imaginez, je joue un concert de piano devant vous et une petite fille se détache du public et vient pour faire comme le monsieur, comme moi, pianoter elle aussi sur les touches du piano. Je n'ai face à cette situation que trois possibilités. Ou bien je dis non, et d'un coup de coude, je renvoie la petite fille à ses parents, laquelle s'écroulera de la scène, etc. Ça la fout mal. Deuxième solution, je laisse la petite fille taper sur le piano, je m'arrête, c'est mignon, etc. Ça n'est peut-être pas non plus la bonne solution. Peut-être que la meilleure solution, la possibilité qui rend au maximum la vie qui est en moi, c'est d'ouvrir mon bras, de le passer, ce bras-là, derrière la petite fille, et d'improviser à partir des dissonances qu'elle introduit dans ma partition, autant de consonances qui seront d'autant plus fortes qu'elles prendront en elles la dissonance. Autant d'accords d'autant plus volumineux qu'ils accueilleront en eux la dissonance. Eh bien, le premier exercice que je vous propose est celui-ci. Se demander, en ce moment, dans ma vie, quelle est la petite fille qui me contraint à ne plus comprendre ma vie pour l'embrasser davantage, à lâcher le plan de ma partition pour ouvrir un bras, pour en ouvrir deux peut-être, pour laisser ma raison qui veut tout ramener à la raison être assez crucifiée pour avoir des bras parfaitement ouverts. Deuxième expérience, deuxième ressort, deuxième exercice aussi pour vous. L'expérience aussi que j'ai vécue, je devais avoir 7 ou 8 ans, je crois que j'étais en CE1, CE2. L'expérience de l'arrivée dans ma classe d'un garçon qui s'appelait Walter et qui avait pour lui d'arriver, contre lui on va dire, d'arriver en cours d'année de l'autre bout de la France et d'être en plus obèse. Et donc il est vite devenu ce qu'on appellera avec René Girard le bouc émissaire de la classe, celui autour duquel la classe faisait unité en s'en servant comme l'objet de toutes ces railleries et de toutes ces moqueries. Moi, j'étais contre cela, donc j'étais plutôt aimable avec lui, mais je n'arrivais pas à m'opposer au groupe. Et ça me désespérait de mon pouvoir d'introduire le bien. Je m'en suis ouvert à ma maman et je me souviens très bien ce qu'elle m'a dit. Après m'avoir écouté, après avoir séché mes larmes, elle m'a dit « Écoute Martin, tu en souffres et c'est déjà ça, c'est déjà pas mal ». Quand, peut-être 20 ou 30 ans plus tard, je suis tombé sur une phrase de Simone Veil qui disait ceci. « Alors que le désir de l'or n'a rien à voir avec l'or, le désir du bien, lui, est déjà du bien. » Quand je suis tombé sur cette phrase qui nous dit qu'on peut bien désirer une chose, mais la désirer ne nous l'apporte pas, sauf quand il s'agit du bien, j'ai comme entendu, reconnu l'expérience que j'avais vécue petit, j'ai comme authentifié cette phrase de ma maman. Le mal qui te blesse, tu en souffres et c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que en souffrir, c'est toujours témoigner du fait que nous sommes des vivants. En souffrir du mal qui fait mal, c'est la première victoire de l'amour sur l'indifférence. Et ça, c'est important. Loin que le mal qui nous fait mal fasse objection à la vie, au contraire, ce mal, parce qu'il nous fait mal, prouve que nous sommes en vie. Si on éprouve le mal comme mal, on authentifie par là qu'on n'est pas fait pour la logique mortifère du mal. Autrement dit, notre non
à l'injustice, notre non à ce qui nous révolte, est en réalité un grand oui à la vie. C'est pourquoi il ne faut pas faire du bas qui nous blesse une objection à la vie, parce que la vie est au contraire par là révélée comme étant celle d'un homme qui a un cœur de chair et non pas un cœur de pierre, un cœur qui est capable de ressentir la morsure de l'injustice. Et du coup, il faut, je crois, veiller toujours à reconduire notre expérience du mal à ce qui en est la source la plus profonde. Nous n'aurions pas mal si nous n'étions pas tous des vivants. Donc ce qu'il faut toujours faire, c'est se dire oui, le mal fait mal, mais il révèle en nous notre puissance de vie. Il faut, je crois, et ça va bien sûr constituer le deuxième exercice que je vais vous proposer, il faut, je crois, en effet, ne jamais oublier de reconduire ce que l'on croit être du négatif à ce que ce négatif suppose d'être, de vie et de bien pour pouvoir se manifester à nous. Certes, il y a la maladie, mais la maladie n'arrive qu'à quelqu'un qui est d'abord en vie. Certes, il y a la perte du deuil, mais la perte du deuil ne fait si mal qu'en tant que nous avons d'abord aimé cette personne. Et peut-être que le deuil fait mal à la proportion de l'amour que nous avons éprouvé. Certes, il y a l'expérience en couple de la dispute, mais on ne se dispute que parce que d'abord nous sommes liés dans un couple. Certes, il y a l'expérience du mal et de l'injustice, mais comme disait Platon, l'injustice ne serait pas pour nous un scandale s'il n'y avait pas étincelant dans notre cœur, pur de toute expérience du monde, l'idée même de la justice. Et donc, le deuxième exercice que je proposerai volontiers à votre réflexion est celui-ci. Actuellement, quelle est mon épreuve et en quoi puis-je reconduire cette épreuve qui est la mienne, eh bien, à la vie qu'elle suppose pour se manifester. Si finalement l'ami ne me manque, et je ressens le manque, qu'en tant d'abord qu'il est mon ami, tant et si bien que même le manque de l'être aimé est encore une belle chose, même si quand le manque fait mal, on ne le ressent pas. Si tout cela est vrai, ça veut dire que dans l'expérience qui est la mienne, il y a une vie qui crie, et que derrière le cri, il faut de temps en temps que je me recueille, c'est-à-dire que je me cueille à nouveau, pour ne pas faire que pousser, et pour entendre la vie qui par là me parle encore de moi, et de moi en tant qu'étant un être qui vit en vie, qui vit dans la vie. Je vais vous prendre pour finir une expérience qui est la mienne, bien sûr depuis le 13 novembre et un peu avant d'abord, ça dépend du tempérament qu'on a, bien sûr on a de quoi avoir peur, d'accord? Et le 13 novembre, eh bien effectivement, quand on est père de famille, quand on a une famille, quand on a des amis, quand on a une vie, eh bien on a peur. Et il se pourrait même que la peur soit tellement forte qu'elle nous fasse oublier qu'elle aussi vient de la vie. Et donc l'exercice que j'ai fait pour calmer ma peur est le suivant. Je me suis dit, mais au fond, si j'ai peur de perdre mes enfants, c'est d'abord sur un horizon d'amour que cette peur se ressent, car je n'aurais pas peur de les perdre si je ne les aimais pas d'abord. Et si j'ai peur pour ma vie, c'est bien d'abord parce que je suis en vie et que je l'aime, cette vie. Et si j'ai peur pour mon pays, n'est-ce pas d'abord parce que j'aime mon pays? Donc, deuxième exercice, essayez de reconduire ce bas qui nous blesse à la vie sans lequel le bas ne pourrait même pas nous blesser, si vous voulez. Voilà deux expériences que je vous partage comme ressort, deux exercices pour tendre les vôtres et pour vous remercier de votre attention.